Val, you better be ready. Come on. What did you expect? Maintenant, nous allons parler de chaque épisode un à un en analysant les références, l'histoire, ce qui est vraiment intéressant et à relever. Et donc, nous allons commencer avec le premier épisode où du coup on reprend directement là où Avengers Endgame s'était terminé avec Loki. Donc on revit. Donc je trouve que c'est bien fait de replacer cette scène d'Avengers Endgame pour les gens qui n'ont pas vu Endgame et pour ceux et pour vraiment bien recontextualiser ce Loki là. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien et donc Loki arrive en Mongolie et on sent qu'on est quand même dans le Loki d'Avengers, continue à montrer sa supériorité et qui se fait ensuite botter le cul par la TVA qui arrive avec, comme j'ai dit, leur design assez cool avec leur téléportation en forme de porte et cette espèce de coup que B15 met à Loki qui est assez horrible au final. Je pense que personne ne veut ressentir ça, c'est-à-dire elle lui fout un coup et lui Loki vit ça au ralenti, mais la douleur il le vit en temps réel. Donc au final oui il y a des petites idées qui commencent à arriver, c'est plutôt cool et il faut savoir que et les armures de la TVA, même si c'est pas les codes couleurs des comics, vu que leur code couleur dans les comics c'est surtout du gris et du rouge, mais les armures sont plutôt bien, sont quand même plutôt fidèles, vu que vous pouvez voir certains membres qui ont une petite visière à l'œil, et donc c'est une référence aux comics où les soldats de la TVA ils se ressemblent à ça dans les comics, donc par exemple, et donc on arrive dans la TVA où déjà on peut voir un scroll avec un sweat Adidas. Voilà. Et je crois que c'est un scroll qu'on a vu dans Captain Marvel, vu qu'il y avait un scroll avec un sweat Adidas dans Captain Marvel. Donc je sais pas ce qu'il a fait pour foutre la merde dans la timeline, mais bon. Pauvre sweat Adidas, pauvre scroll. Et donc j'ai vraiment adoré découvrir la TVA du point de vue de Loki, et découvrir cet univers, cette esthétique, et vraiment descendre d'étape en étape avec déjà le gars qui lui fait signer tous les mots qu'il a jamais dit, avec une tête vraiment de bureaucrate lambda avec un chat. Dommage qu'on sait pas si le chat est un Flerken ou pas. Et c'est vrai que je trouve que tous les papiers qu'il a, je trouve que ça fait assez peu pour quelqu'un de très bavard comme Loki. Je trouve que c'est assez peu pour quelqu'un qui a dit tout ça pendant ses milliers d'années de vie, donc pourquoi pas. Et puis ensuite il descend vers le nain, avec ce côté est-ce que tu es un robot ou pas. Donc j'adore ce côté-là de Loki qui descend. Donc Loki qui se prenait pour un roi, un dieu, il fait que descendre dans l'étape, dans cette scène où il accède à toutes les étapes de la TVA, de tous les variants du coup, et ensuite il attend à la queue, et là on découvre cette histoire du multivers par Miss Minute, du coup doublée par Tara Strong, qui est connue pour avoir été la voix de Harley Quinn dans les dessins animés de DC Comics. Donc c'est plutôt cool, avec un accent de l'Est, je crois, des États-Unis. Je suis pas doué au niveau des accents, qui rend plutôt cool et qui crée également une identité au personnage. Et donc cette séquence animée est vraiment cool vu que ça nous recontextualise bien le multivers dans MCU avec toute l'histoire des Timekeepers, des gardiens du temps, et puis on peut voir des petites références vu qu'on a l'impression que la guerre du multivers s'est fait entre des Kree et une autre espèce, peut-être des Xandariens sur Titan, vu que vous pouvez voir que le décor on dirait Titan un peu dans l'animé, et j'ai vraiment adoré ce dessin animé qui fait vraiment propagande des années 60 dans le style. Ça me rappelle un peu les dessins animés Disney des années 40 pour la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a ce côté-là qui marche très bien avec Miss Minute qui est à la fois mignon mais à la fois creepy du coup, et ça marche très très bien également. Et donc on a aussi cette utilisation des Time Twisters, et c'est ça qui... Et donc le Time Twister, c'est cette espèce d'engin qui font téléporter la TVA, et donc ça c'est une référence aux comics, vu que les Time Twisters des comics, en fait ce sont des créations des gardiens du temps qui ont foiré en fait. Et donc c'était une cool référence aux comics, les Time Twisters. Et donc on découvre ensuite tout ce tribunal avec Ravonna Renslayer, avec Owen Wilson du coup qui vient sauver Loki. Et vraiment c'est là aussi qu'on voit tous délire en bois, et cette propagande qui est vraiment forcée sur les gardiens du temps, vu qu'au final de la série on découvrira que les gardiens du temps n'existent pas, alors que là tout le monde parle d'eux, ils sont évoqués toutes les 5 minutes, alors qu'au final très très peu de personnes ont vu les gardiens du temps pour de vrai. Et donc oui, on a des statues d'eux qui portent la TVA quand on découvre du coup
la nulle Time Zone, c'est le nom de l'endroit où est la TVA d'un comics. C'est un endroit hors du temps. Du coup, et c'est vraiment, j'aime beaucoup cet endroit qui fait très Blade Runner avec ces espèces de voitures qui volent. Et c'est vraiment, c'est comment on imaginerait une cité futuriste dans les années 60 en fait, avec ce côté arrondi un peu partout dans cette ville en forme de tige, et avec ces statues des gardiens du temps qui portent des espèces d'horloges, et donc qui signifie qu'en fait ils protègent la ligne du temps en fait, donc ça marche très bien. Et puis du coup on a la tête des gardiens du temps derrière dans le tribunal en bois, donc j'aime bien l'omniprésence des gardiens du temps vu que ça montre vraiment ce côté propagande qui par exemple manquait dans Captain Marvel par exemple. Ce côté propagande me manquait vraiment à Captain Marvel où ils étaient à fond sur le côté les cris, sur le côté propagande des cris envers les Skrulls. Mais là je trouve que ça a été très très bien retranscrit avec en plus les affiches qu'on voit de partout de la TVA de propagande également, qui marchent bien aussi. Et puis on a aussi les brouilleurs, les brouilleurs de la TVA qui donc on découvre que l'énergie des brouilleurs, vu que ces brouilleurs c'est eux qui resettent la timeline, et quand ils resettent la timeline, l'espèce de fumée jaune devient violette. Et donc on découvrira à la fin de la série qu'en fait c'est que l'énergie de la TVA en fait provient d'Aliot, cette espèce d'entité du multivers dont on parlera plus tard. Du coup donc on voit que tout est lié dans la série. Et puis on a Loki qui revit tous les événements de sa vie, il revit et de ce qu'il n'a pas vécu du coup également. Et donc j'ai beaucoup aimé cette séquence où vraiment Loki sera une série de philosophie où ça parle beaucoup. Et on voit Mobius vraiment analyser, étudier Loki, ça marche très très bien en général dans la série. Et voir Loki, Tom Hiddleston est excellent quand il se voit vivre tout ce que le Loki originel a vécu dans les films, en train de voir sa mère mourir et en train de se faire tuer. Et j'ai vraiment adoré ce moment-là où il voit que dans Thor Ragnarok, il est enfin allié avec son frère. Et puis ça s'enchaîne avec sa mort par Thanos. Donc ça c'était très 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 cool. Et il y a surtout ce moment avec les pierres d'infinité. Les pierres d'infinité, les gars. où du coup on découvre qu'il y a des gens qui utilisent juste les pierres d'infinité pour tenir leurs feuilles de bureau en fait. Vu que du coup on découvre que les pouvoirs n'ont aucun effet dans la TVA, que tout ce qui est magie, tout ce qui est pouvoir ne fonctionne pas dans la TVA, ils sont éteints on va dire. Vous pouvez voir d'ailleurs le Tesseract qui s'abaisse en énergie quand le Tesseract rentre dans la TVA par exemple. Et je trouve que c'est une excellente manière du coup de montrer que le MCU passe une nouvelle étape, parce que les pierres infinités, on nous a rabâché les pierres infinités depuis 10 ans, avec Thanos, avec les entités les plus puissantes de l'univers, et là tu rentres dans la TVA et tu vois que les pierres infinités sont utilisées comme des pose-papier quoi. Juste comme des pose-papier, ils n'ont aucun effet, et ils ont plein de pierres d'infinité dans leur bureau quoi. Donc ça j'ai trouvé giga cool de démystifier les pierres d'infinité à ce point, pour vraiment nous montrer que là on est dans une étape supplémentaire, on est sur le multivers, sur le temps, et le temps est plus fort que les pierres infinités quoi. La TVA est plus forte, et ça montre à quel point la TVA est cheatée également. Et puis j'ai trouvé ça cool de voir que Loki était D.B. Cooper du coup, et qu'il disait que c'était parce qu'il avait perdu une partie avec Thor. Donc cette séquence en D.B. Cooper qui est un des mythes américains, où en gros tu as un homme dans un avion qui est sauté en parachute avec de l'argent, et on n'a jamais su qui c'était, on ne l'a jamais retrouvé. Et bien du coup dans le MCU c'est Loki du coup. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et d'ailleurs dans cette séquence où on revit ce qu'a vécu Loki, on devait avoir une scène qui a été coupée des trailers, mais qui pourtant a été mise dans le trailer de mid-season, donc bien après la diffusion de l'épisode 1. En gros on voit Loki roi d'Asgard en fait. Et cette scène en fait devait être dans l'épisode 1, et je suppose qu'ils l'ont mis quand même dans le trailer de mid-season pour nous faire croire que Loki serait peut-être le méchant de la série, un autre variant de Loki peut-être. Et du coup cette scène à la base, ça a été dit il y a pas longtemps, à l'heure au show de cette vidéo, qu'en fait c'était Loki qui s'imaginait en tant que roi d'Asgard, qui faisait des illusions en tant que roi d'Asgard, avec son trône fait avec des serpents en or, vu que le serpent c'est un peu le symbole de Loki en général, vu qu'il a enfanté des serpents par exemple dans la mythologie nordique. Et donc à la base dans cette séquence il avait transformé Thor en grenouille. Et Thor en grenouille aurait du coup, et Thor grenouille Frog, du coup, qui est un personnage des comics, on en reviendra après, et Frog aurait sauté sur Loki pour le provoquer, et donc Loki aurait été ridiculisé par une grenouille, quoi. Et ils ont pas mis cette scène pour pas démystifier le moment où Loki voit la mort de sa mère. Donc c'est plutôt logique, mais je trouve ça dommage qu'on ait pas eu cette scène, et j'espère que Marvel va release de Frog Cut. S'il vous plaît Marvel, release de Frog Cut. On veut voir ça.
Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi des espèces de murailles dans la TVA, ce qui montre encore le côté un peu puissant de la TVA, qui ont un grand tribunal avec des espèces de murailles qui montrent leur histoire. Et on voit, je suis pas sûr, mais c'est peut-être Stan Lee qu'on voit dessiner d'ailleurs dans cette séquence-là. Et puis aussi cette séquence un peu en mode enquête, un peu en mode Doctor Who, où tu as des agents de la TVA morts et Mobius qui enquête. Et Owen Wilson, son français, voilà quoi. Et du coup, c'est en France et c'est en 1500, je ne sais plus combien, et ils sont en France et le français de Owen Wilson n'est pas incroyable. Voilà. Et donc oui, j'ai beaucoup aimé cet épisode qui vraiment mettait bien les choses en place. C'était vraiment l'épisode où on découvrait la TVA, on a découvert chaque étape de la TVA, on a découvert l'esthétique, tout ce qui concerne la TVA, leur puissance, leur échelle par rapport à tout ce que l'MCU a connu auparavant, et ça marche très très bien. Et ça marche également très très bien dans l'évolution de Loki, vu que du coup Loki on l'a jamais vu comme ça, on n'a jamais vu Loki dévasté comme ça dans les films, et on l'a jamais vu être autant au proie au doute que dans cet épisode-là. Et puis c'est un épisode qui fait avancer l'histoire, vu qu'en plus de démystifier de présenter la TVA, de démystifier Pierre Infinité, dès la fin de l'épisode, on apprend que la menace est un autre variant de Loki du coup. Et donc ensuite on a l'épisode 2, et c'est un épisode que j'ai trouvé un poil trop long peut-être, mais que j'ai trouvé plutôt cool quand même. Déjà l'épisode commence avec la TVA qui vient dans une fête médiévale, qui se déroule donc en 1990, quelque chose comme ça. Donc là j'aime bien le côté un peu ironique de la chose, vu que du coup tu as une fête médiévale, donc du Moyen-Âge, en 1990. Du coup, c'est bien trouvé par rapport à une série sur le temps, ça c'est plutôt cool. Et donc tu as une scène d'action qui est pas ouf dans un cirque, qui est plutôt cool quand même, où tu as Sacha Lane qui joue l'agent C20 je crois. Sacha Lane, et je trouve il y a quand même quelques acteurs qui ont été un peu sous-utilisés je trouve dans la série. Et je trouve ça dommage que Sacha Lane soit réduit à ce petit rôle dans la série, vu qu'à plus tard elle va mourir dans la série. Elle est genre dans 2-3 épisodes, mais on la voit très très peu. Je trouve ça dommage dans le sens où Sacha Lane, c'est une actrice qui est en devenir, elle a été dans le film Hellboy, elle a été le personnage principal d'une série Amazon Prime. Donc la voir dans un rôle si secondaire, ça m'a paru un peu bizarre, sachant que dans la phase 4, Marvel caste beaucoup d'acteurs en devenir justement. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage pour cette actrice en particulier. Mais sur la scène d'action n'était pas incroyable. Et puis on a Loki qui va enquêter sur ça. Et c'était vraiment cool de voir Loki sur son bureau, qui s'emmerde dans la bureaucratie et qui veut frapper Miss Minute parce que Loki n'aime pas l'ordre, il n'aime pas les choses mignonnes, etc. Donc j'ai bien aimé ça. Loki tapait sur Miss Minute, se marrer. Et j'ai trouvé ça cool de voir la réputation de Loki dans la TVA, et on voit que tout le monde connaît Loki, que Loki c'est une star, et ça représente vraiment bien cette thématique du chaos, vu que la TVA c'est l'ordre, et la personne dont ils ont arrêté le plus de variants c'est de Loki, parce que Loki représente le chaos, et on découvre que c'est vraiment Loki le gars qui a plus foutu la merde dans le multivers de l'histoire en fait. C'est vraiment Loki le fouteur de merde du multivers, c'est pour ça que Loki c'est une star. Et j'ai trouvé ça cool de voir les camos de plein de Loki, de voir un Loki qui a gagné le Tour de France, wesh, un Loki qui assume qui est un géant de glace. Et là j'aimerais parler d'une incohérence. C'est si toute magie ne fonctionne pas dans la TVA, eh bien Loki devrait récupérer sa forme originelle, vu qu'il faut savoir que Loki est un géant de glace. Donc j'imagine que Loki en toute logique serait tout bleu en vrai. Mais bon, c'est une petite incohérence, c'est pas énorme, à moins que le pouvoir d'Odin soit supérieur à la TVA, c'est possible aussi, hein, ça reste un dieu, donc why not du coup. Et on a aussi un espèce de Loki Hulk qui existe d'ailleurs dans les comics. Et c'est assez drôle par rapport au fait que Loki s'est fait botter par Hulk il y a pas longtemps dans cette timeline. On a un Loki hippie qu'on reverra d'ailleurs en vrai dans l'épisode 5 d'ailleurs, et on a un Loki viking qui existe dans les comics, et c'est cool de voir Loki en mode viking. Donc ça c'était assez cool. Donc oui, on a eu donc ça c'était vraiment très très cool de voir tous ces hologrammes de Loki. Et donc là c'est une scène où je trouve ils auraient pu ralentir, ils auraient pu accélérer. C'est la scène où tu as Loki qui piège les agents de la TVA en faisant croire qu'il y a un piège de la part de l'autre Loki, mais en fait non. Ils auraient pu enlever cette scène. Je trouve que ça apportait pas grand chose au final, malgré tout. Et puis dans cette période, on voit la relation entre Mobius et Ravonna qui est développée. Et autant le stylo que tient Mobius de Ravonna, on sait que ça a une importance pour le dernier épisode, autant j'ai jamais compris le délire des traces de café de Mobius. Donc il y avait plein qui théorisaient que peut-être il y avait une multitude de Mobius, comme il y a dans les comics.
Et au final, on sait pas, je pense qu'on n'aura jamais de réponse. C'est surtout, je suppose que cette tasse de café, c'est surtout là pour symboliser la présence de Mobius dans le bureau de Ravonna. Et le fait que ce soit de bons amis au final. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose en plus, en fait. Et d'ailleurs, il y a une référence plutôt cool à l'AIM dans l'épisode, à la fin du premier épisode où t'as le variant Loki du coup qui a une espèce de pelle futuriste, et tu vois sur les crocs ça vient de l'AIM, donc c'est cool d'avoir une référence à l'AIM, de montrer qu'ils existent et même en dehors du temps ils existent encore. L'AIM qui est une organisation iconique de l'univers Marvel, dirigée par MODOK, et qu'on a pu voir dans Iron Man 3 notamment, en espérant qu'ils reviennent de plus en plus fréquemment dans le MCU, du coup vu que ça reste une grosse organisation dans le MCU. Et donc j'ai beaucoup aimé ce côté un peu cet épisode très buddy movie avec Mobius et Loki ensemble, qui enquêtent, qui regardent les papiers, etc. C'est vraiment l'épisode d'enquête, cet épisode, et j'ai vraiment trouvé ça cool de voir ça, de voir que Loki regarde son propre dossier et voit le Ragnarok. Au final, le Ragnarok a fait plus de morts que je ne le pensais, vu que normalement ça c'est le Ragnarok de Thor Ragnarok, parce qu'on a un nombre de morts qui est assez élevé, je ne pense pas qu'il y avait autant de morts malgré tout dans le Ragnarok. Mais oui, du coup, il y a il regarde le Ragnarok et c'est là qu'il sera. Et c'est grâce au Ragnarok, donc grâce à un élément de sa mythologie à lui, qui a réussi à savoir où est planqué le variant Loki, et ça, c'est une idée que j'ai trouvé extrêmement cool, très très bien trouvée. Et Michael Waldron a dû se péter les pieds à avoir cette idée que le variant Loki ne s'est jamais fait choper parce que elle se cache dans les apocalypses. Et donc, vu que dans les apocalypses, les planètes se détruisent et tout le monde meurt, eh bien, le fait que le variant Loki soit là ou pas, ben ça change rien du coup. Et donc c'est pour ça qu'elle est si bien planquée en fait. Donc ça je trouvais que c'était une très bonne idée. Et la petite séquence à Pompéi était très très sympa avec Loki qui s'en bat les reins, que tous les gens vont mourir, que toutes ces personnes vont mourir et qui se la pètent. Donc ça j'ai trouvé ça assez cool. Et puis on a du coup ce moment, ils vont à Roxcard, qui est j'imagine un magasin futuriste relié à Roxxon Corporation, qui est une entreprise maléfique de l'univers Marvel. Et j'ai bien aimé le design, il me semble que c'est en Oklahoma, je crois, et il me semble que c'est vraiment basé sur les vraies inondations très fréquentes de l'Oklahoma, et qu'on nous montre qu'en 2050, eh bien, il y aura un énorme tsunami en Oklahoma, justement. Donc ça, j'ai trouvé ça cool d'essayer de se coller à l'univers, à notre univers à nous, du coup, pour ça, et bien sûr, ça... Pauvre monde, j'ai l'impression... Loki, pendant toute la série, chaque monde futuriste où on va, le monde part en couille. Donc merci Loki de nous montrer que la Terre va bientôt crever. Voilà. Et donc oui, j'ai trouvé ça giga cool, ce design post-apo avec des hologrammes qui se détruisent, etc. Et donc on est dans ce magasin où du coup Loki fait la rencontre de l'autre Loki, la variant Loki, et j'ai pas trop aimé la fight avec cette Loki qui va dans les corps des autres Loki, j'ai pas trouvé ça incroyable pour le coup, mais l'épisode se termine sur un gros twist où du coup cette variante Loki, vu qu'on découvre que c'est une femme, du coup cette variante Loki a du coup volé plein de capsules temporelles et les a mis dans plein de planètes différentes dans l'univers. Et donc la TVA est donc distraite parce qu'ils sont obligés d'intervenir pour empêcher que cela crée des lignes, des nexus temporels qui seraient impossibles à effacer en fait. Je crois que c'était un peu dur à dire, mais bon. En gros, pour faire plus simple, le temps, en fait, la TVA veille à la protection du temps. Et quand Loki dans Endgame, en volant le Tesseract, a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Et donc, le fait qu'il ait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, ça crée une nouvelle ligne dans le temps qui ne devrait pas exister, vu que la TVA veille à la ligne sacrée temporelle. Il n'y en a avoir qu'une seule. Et en faisant ça, Loki en a créé une deuxième. Et donc, la TVA doit intervenir avant que cette ligne passe la ligne rouge. Puisque si ça passe la ligne rouge, la TVA ne pourra plus supprimer cet univers du coup. Et donc il y aura un univers en trop. Et donc là, Sylvie à la fin de l'épisode, met plein de capsules, puisque du coup la TVA utilise des capsules temporelles pour effacer ces univers et les envoie donc dans ce qu'on appelle la fosse. Et ça, on en parlera du coup dans l'épisode 5. Du coup, ils les envoient dans la fosse. Et donc Sylvie a donc volé les capsules temporelles de plein d'agents de la TVA et les a libérés partout dans l'univers. Et donc elle a recréé ces univers qui avaient été supprimés par la TVA du coup. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc j'aimais beaucoup le dilemme à la fin où soit Loki doit suivre Mobius, soit le trahir, entre guillemets. Donc ça c'était plutôt cool.
Ensuite, on a l'épisode 3, qui est l'épisode que, un peu comme tout le monde, j'ai un peu moins aimé également, vu que c'est un épisode où il se passe pas grand chose. Mais j'ai beaucoup aimé cet épisode pour sa diversité. Vu qu'en gros, Loki et Sylvie finissent sur la planète Lamentis, qui est une planète qui existe dans les comics. Bon, là, c'est une lune, c'est pas une planète, c'est Lamentis One, ce qui laisse entendre qu'il y a plusieurs Lamentis, 2, 3, 4. Et donc, cette planète existe dans les comics, vu que c'est une planète qui vient du comics Annihilation, qui est très très secondaire, mais qui est aussi une planète violette. Du coup, donc je me demande si cette planète quasi détruite fait référence aux éléments qu'on aura peut-être d'Annihilation plus tard dans le MCU. Je pense pas, mais ça reste très cool quand même. Et donc j'aime bien la diversité vraiment de cette planète dans la série. Ça marche très très bien dans le sens où ils sont téléportés dans des cratères de la planète, parce qu'il y a plein d'astéroïdes qui tombent, vu qu'il y a une lune qui est sur le point de se cracher sur la planète, et donc de la détruire en 2077. Et donc j'ai bien aimé parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très diversifié. Ils arrivent dans ce coin plein de cratères de partout, d'astéroïdes. Ensuite ils vont dans un champ, ils rencontrent une dame. Ça, je pense qu'ils auraient pu le supprimer dans l'épisode vu que ça servait un peu à rien de voir Loki et Sylvie parler à une dame pour lui dire comment on peut se barrer de là. On est dans un champ, du coup, on est dans un champ avec des pauvres et ensuite avec des habitants pauvres. Et ensuite on va dans ce train qui est une grosse référence à Snowpiercer. Vu que c'est ceux qui ont le plus d'argent qui réussissent à accéder à ce train, du coup. Et donc le train a plutôt beau design, avec ses gardes qui ont une espèce de design très spécial que je trouve plutôt cool, qui fait très Star Trek, je trouve, avec ces espèces de combis. Et donc il y a un côté très Snowpiercer avec ce train rempli de riches, du coup. Et puis à la fin, on est dans ce monde en mode Blade Runner, plein de néons de partout, qui est extrêmement cool, tout en destruction. Donc oui, ce que j'ai beaucoup aimé avec l'épisode, c'est que visuellement, on se fait pas chier. Visuellement, on a vraiment découvert tous les aspects de cette planète et ça c'était vraiment cool pour le coup, et c'est des choses qui me manquent un peu dans les films. Par exemple, je reparle de nouveau de Captain Marvel avec la planète Kree ou plein d'autres planètes où j'aurais aimé qu'on les exploite un peu plus, et là Loki a fait tout ce que quelques films Marvel n'ont pas fait, exploiter son environnement, et ça c'était cool. Mais c'est vrai que c'est pas un épisode où il se passe grand chose, c'est vraiment un épisode qui est là pour développer la relation entre Sylvie, donc le variant Loki, et Loki pendant tout l'épisode, où les deux se détestent au début, à la fin ils commencent à s'apprécier, donc c'est une relation assez classique de buddy movie, comme avec Mobius. Donc Loki revit une relation de buddy movie dans cet épisode là, et donc le but de l'épisode est pour eux de survivre, et c'est plutôt cool de les voir bosser ensemble, de voir mettre leur pouvoir à profit, avec Sylvie qui enchante les gens et Loki qui se métamorphose, et c'est un bon épisode de développement où tu as Loki qui se confesse avec Sylvie sur leur mère, sur leur vie d'avant, etc. Donc ça c'est un bon épisode, et j'ai bien aimé également voir le côté asgardien de Loki. Ça c'est un truc qu'on n'a jamais eu, on voit donc Loki chanter en nordique, on voit Loki faire le boire un verre et le casser en faisant un autre, exactement comme Thor dans le premier Thor, et on le voit bourré comme les Norvégiens, comme tout dieu nordique. Donc j'ai bien aimé voir l'aspect nordique de Loki, de voir quand même que Loki, qui est quelqu'un de très malicieux, ça reste un dieu nordique, et donc il a quand même cet aspect bourrin en lui, quoi. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Bon, la petite scène d'action qui suit n'est pas incroyable, mais elle est assez sympa pour le coup, je trouve. Et puis tu as ce putain de plan séquence à la fin qui est vraiment giga cool. C'est un faux plan séquence, ça se voit complètement, mais là on est dans un monde où les scènes d'action de Marvel c'est que des cut. Ça fait du bien de voir un plan séquence. Ils ont dû créer un décor extrêmement grand, parce que là vraiment ils ont traversé toute la ville avec des néons de partout, c'était giga cool. Et puis ça joue vraiment sur l'immensité, vu que tu as cette lune qui approche. Donc il y a vraiment dans cet épisode est vraiment basé sur plein de choses. Snowpiercer avec le train, Blade Runner avec la ville en mode néon, et un peu Mélancolia avec cette lune qui s'approche et est sur le point de détruire la Mantis. Donc visuellement c'était un excellent épisode, même si je trouve ça dommage, hormis le twist sur le fait que les agents de la TVA soient des variants. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu plus dans cet épisode, mais c'était un très très cool épisode. Et ensuite on a l'épisode 4 qui a mis tout le monde d'accord, et quel épisode, l'épisode 4. Déjà on commence avec l'enfance de Sylvie, et là je trouve ça dommage d'avoir accéléré cette scène, d'avoir skippé cette scène très très vite, vu que du coup on voit l'enfance de Sylvie, donc on la voit se faire arrêter par TV, et ce qui est cool, c'est qu'on la voit jouer avec le loup Fenrir de Thor Ragnarok, des Valkyries et un dragon et un bateau de flotte asgardienne. Et donc on voit qu'elle aimait bien les Valkyries, que peut-être elle voulait être une Valkyrie justement.
Et peut-être, même si le fait qu'elle soit une femme est peut-être un nexus temporel également, vu qu'elle est née femme alors que Loki est censé être un homme. Et justement, je voulais comme l'évoquer dans l'épisode 3, on découvre que Loki est gender fluide. Ça veut dire que Loki est un homme, bien sûr, mais il peut changer de sexe comme il veut. Il peut être une femme, il peut être un alligator, il peut être tout. Et il est bisexuel. Et donc, pour tous les gens qui pensent que c'est forcé, ce n'est pas forcé du tout, dans le sens où Loki dans les mythologies, c'est souvent transformé en certaines choses pour avoir des relations avec certains individus. Et donc Loki a toujours été bisexuel dans la mythologie et dans les comics. Donc je trouve ça cool d'enfin le démontrer dans cet épisode-là. Donc je trouve pas que c'est forcé, dans le sens où je trouve que c'est logique avec le personnage, le fait qu'il soit bisexuel. Et donc oui, on voit que Loki peut être une femme, donc. Et donc on sait pas vraiment exactement, peut-être en saison 2 on le saura, mais on sait pas pourquoi Sylvie a été arrêtée par TVA. Est-ce que c'est parce qu'elle est née femme et donc est-ce que c'est parce qu'elle est née femme et donc c'est pour ça qu'il faut supprimer sa timeline, ou est-ce que c'est parce que Loki est destiné à être le dieu de la malice, donc Loki est destiné à devenir méchant du coup. Mais cette Loki-là, on la voit jouer avec des Valkyries. Peut-être que cette Loki était sur point de devenir une Valkyrie en fait, et de ne pas avoir du tout suivi le schéma de la vie que Loki doit avoir en fait. Donc ça, on sait pas vraiment. Mais c'est dommage de ne pas avoir plus que ça. Et donc on voit que c'est une jeune Ravonna Renslayer qui l'arrête, qui se nommait à l'époque A23, avant qu'on lui donne un vrai nom qui est Ravonna Renslayer. A23 qui était une référence à la première apparition de Ravonna Renslayer dans les comics, Avengers, volume 1, numéro 23, du coup. Et donc c'était un épisode extrêmement cool, où du coup j'aime beaucoup aimé les derniers moments de Sylvie et Loki qui pensent qu'ils vont mourir avec vraiment cette magnifique lune qui s'écrase. On avait vraiment la beauté dans la destruction. La beauté dans la tragédie, c'était vraiment beau avec ce violet et cette lune verte qui atterrit, qui crée quelque chose de magnifique visuellement, c'est vraiment très très beau. Et donc on découvre, ça j'avoue j'ai trouvé ça un peu forcé, même si peut-être que c'est cohérent dans leur logique, je sais pas, qu'en fait l'amour que Sylvie et Loki ont commencé à avoir en se prenant la main, ça a créé un nexus temporel, et c'est ça qui leur a permis d'être sauvés par TVA, parce que ça a créé donc une nouvelle ligne temporelle. Parce que c'est la première fois tu as deux variants qui sont sur le point d'être amoureux, quoi. Et je sais pas c'était quoi le nexus temporel. Est-ce que je sais pas, peut-être que c'était le fait que c'est une fraude que deux variants tombent amoureux, peut-être c'est une fraude que deux variants fassent un enfant d'un même variant. Je sais pas trop pourquoi, mais parce que c'est vrai que ça faisait un peu le pouvoir de l'amour, hein, pour le coup, cette séquence-là, le pouvoir de l'amour. Après c'est poétique, et puis cette planète rose, justement la Mantis, justement pour tout l'épisode, tu peux être violette rose, et donc retranscrit parfaitement l'aspect romantique qu'il y a entre ces deux personnages justement. Et donc ils sont arrêtés par TVA, et donc tu as Mobius qui ne croit pas Loki et qui l'enferme dans une boucle temporelle, et on arrive à voir la différence. Donc les téléporteurs normaux c'est jaune, et les téléporteurs de boucle temporelle sont rouges, et là tu as une cool référence à l'univers de Loki avec Sif qui arrive. Et donc on a Sif qui frappe Loki, et ça fait des années qu'on n'a pas vu Sif. Si vous comptez pas Agents of S.H.I.E.L.D., ça fait depuis Thor 2 qu'on l'a pas vu, donc depuis 2013 qu'on n'a pas vu Sif. Sinon pour ceux qui regardent Agents of S.H.I.E.L.D., ça fait depuis 2014 qu'on l'a pas vu, donc ça fait quand même 7 ans qu'on n'a pas vu Sif, malgré tout, même 2015 même je crois, c'est possible, 2015 même je crois. Ouais, 2015. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas vu Sif, et soyez contents, on reverra Sif dans un rôle important dans Thor Love and Thunder, mais son cameo était très très cool, sachant que dans les comics, Lady Loki dans les comics en fait, c'est Loki qui se met dans le corps de Sif en fait. Et donc c'était cool de mettre Sif de faire un cameo de Sif, dans le sens où c'est une référence à ça, du coup. C'est une référence au fait que la Loki originale, la Lady Loki originelle, c'est Sif. Du coup j'ai trouvé la référence assez cool. Et puis c'était une bonne scène qui montrait à quel point Loki a évolué, à quel point il admettait pourquoi il est le dieu de la malice en fait. Donc ça, j'ai trouvé cette scène très très cool. Et puis pendant tout l'épisode, tu as du coup B15 qui découvre qui elle est, et puis tu as une cool référence où tu as Mobius qui dit qu'ils ont arrêté des titans comme Thanos, des cris comme Ronan, et des vampires comme Blade. Donc c'est pas la première évocation de vampires dans MCU. Il me semble qu'on en a déjà eu une auparavant. J'en suis sûr qu'on en a une, mais je sais plus où, et on verra si je trouverai. Mais je sais qu'on en a déjà eu une d'évocation de vampires. Si voilà. C'est pas la première évocation de vampires qu'on a dans MCU, vu que t'avais Korg qui disait que les vampires existaient dans Thor Ragnarok.
Donc voilà, on sait que le film Blade arrive, donc oui, les vampires existent, voilà. Et donc du coup tu as B15 qui découvre qui est Elec, elle est une variante avec du coup Sylvie, et je trouve la scène belle dans le sens où ça se passe, dans le sens où il pleut, et donc ça cache ses larmes. Donc c'est plutôt, donc je trouvais que c'était cool dans la mise en scène de la chose, dans l'idée, hein, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc tu as Mobius qui découvre la vérité que Sévin a été tué parce que du coup Sévin avait été mindfuck, on va dire, avait été mindfuck par Sylvie, et donc Sévin a découvert qu'elle était une variante. Et donc Ravonna Rensselaer ne veut pas savoir, et donc l'a fait exécuter du coup. Et donc Mobius découvre ça. Et ça me rappelle que la scène d'intro de l'épisode 3 était assez cool, avec la musique Demons de Hayley Kiyoko, qui est une très cool musique. D'ailleurs, donc cette scène-là était assez cool, qui nous teasait en fait par avance que la TVA était des variants, vu qu'ils avaient des souvenirs, du coup. Donc ça c'était assez cool. Et donc Mobius découvre la vérité par rapport à Ravonna, et donc libère Loki, et j'ai trouvé sa fausse mort très 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 émouvante. Vu que pendant toute la série, t'as Mobius qui dit qu'il aimerait avoir un jet ski, donc on suppose que Mobius pilotait des jet skis dans sa vie d'avant, et donc sa mort était assez triste. Donc j'ai trouvé que ça marchait bien, et on voyait que Loki était affecté. Donc vraiment c'était quelque chose de très triste. Et donc là tu as Loki et Sylvie qui sont emmenés vers les gardiens du temps, qui sont très fidèles aux comics en termes de design, vu que dans les comics, il y a l'un des gardiens qui est une femme, mais là, à la place, là, c'est un homme. Mais t'as le gardien du temps avec son espèce de grosse moustache, etc. Même si j'ai trouvé leur design assez moche, mais je pense que c'est fait exprès, dans le sens où on découvre du coup dans l'épisode que ce sont pas les vrais commandants de la TVA, mais que ce sont des androïdes, du coup. Donc du coup pour l'anecdote, c'est Jonathan Majors qui a fait la voix de la TVA des gardiens du temps. Donc Kang était là depuis le début, depuis l'épisode 4. Kang était sous nos yeux, mais c'est Jonathan Majors qui faisait la voix, l'acteur qui joue Kang, le vrai chef de la TVA du coup. Et donc c'était vraiment cool de voir, parce que j'avais peur que la TVA n'existe pas, mais j'étais content quand même qu'on ait quand même une adaptation live je parlais des Gardiens du Temps. Je suis quand même content qu'on ait quand même une adaptation live des Gardiens du Temps malgré tout, même si ce sont des robots, mais c'était cool quand même. Et j'aimais bien le design de leur rentre avec des escaliers partout, qui est basé sur des arts futuristes, je crois. Et donc ça c'était très très cool en termes de design, tous ces escaliers déformés, et même leurs gardes qui sont habillés comme des espèces de nazis avec des bracelets de noblesse. Un peu, j'ai trouvé ça assez cool en termes de design. Et donc les Gardiens du Temps sont battus, et tu as cette fin où Loki se fait tuer. Vraiment, ils ont bien fini. L'épisode était vraiment giga cool, hein, ça termine en cliffhanger comme ça. Et vous pouvez entendre un petit see you soon dans cette scène. Donc, ce que dit du coup Jonathan Majors, Kang, dans l'épisode 6. Donc comme je vous l'ai dit, Kang était sous nos yeux depuis le début, mais vous le dire, il était très très cool avec cette espèce de design, de logo rouge qu'il y a derrière la TVA. Même si je trouvais qu'ils étaient trop iconisés pour être les méchants de la TVA, vu que là ils étaient vraiment dans l'ombre, etc., bien au centre, machin. Ils étaient vraiment iconisés de manière caricaturale justement. Donc ce qui appuyait le fait qu'ils étaient pas réels, je trouve. Mais c'est vraiment cool avec ce côté fumé, qui peut-être aussi ce côté fumé qui appartient à la TVA. Il y a toujours eu ce côté fumé brumeux, qui peut-être définit le côté cigarette, vu que dans les années 60 on fumait énormément, vu qu'on savait pas que la cigarette était nocive pour la santé. Donc je sais pas si c'était pour cet aspect-là, mais la fumée crée des choses intéressantes également dans la mise en scène, en général dans la TVA. Et donc il y a la scène post-générique où on voit que Loki n'est pas mort, et donc dans une espèce de planète poubelle qu'on appelle The Void, la fosse, et il y a plein de variants de Loki qui font référence aux comics.